Dans les titres de l'actualité ce lundi 16 juillet, au Nigeria, 23 soldats sont toujours portés disparus après être tombés ce vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans l'état voisin de Borno. En Égypte, le ministère des Antiquités a annoncé la découverte d'une fosse funéraire de la 26e dynastie au sud de la pyramide de Lunas. Et puis vous aurez en fin d'édition la réaction des étudiants de l'université tchèque Anta Diop après que la France ait été sacrée championne du monde ce dimanche. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se retrouvent ce lundi à Helsinki pour un sommet extrêmement attendu. Les deux hommes ont rendez-vous en début d'après-midi au palais présidentiel, au cœur de la ville portuaire qui a une longue tradition d'accueil de sommet Est-Ouest. Pour ce sommet, Donald Trump, au pouvoir depuis 18 mois, affiche l'espoir de nouer une relation personnelle avec l'ex-officier du KGB qui tient les rênes du pouvoir en Russie depuis 2000. À quelques heures de la première poignée de main, il a dans un tweet attribué les mauvaises relations entre Washington et Moscou à des années de stupidité de la part des États-Unis et à la chasse aux sorcières menée selon lui par le FBI qui enquête sur l'interférence russe dans la présidentielle de 2016. Vladimir Poutine, qui a attendu en fin de matinée, est lui resté bouche cousue sur ses attentes, ses objectifs et sa stratégie. Au Burkina Faso, c'est ce lundi que reprend l'interrogatoire des accusés du coup d'État de septembre 2015 et ce, après une pause le week-end. 2 semaines après l'entame du fond du dossier, le tribunal cherche toujours à rétablir la chronologie des faits et à situer les responsabilités de tous les acteurs du coup d'État manqué contre la transition qui avait fait 14 morts. Il reste environ 70 personnes dans le box des accusés à interroger. Et c'est le sergent-chef Ali Sanou, déjà condamné pour l'attaque d'un dépôt d'armes en 2016, qui est attendu à la barre ce lundi. Une vingtaine de membres du principal parti d'opposition tanzanienne, dont un député à l'Assemblée nationale, ont été arrêtés ce samedi dans le sud de la Tanzanie. La police les accuse de fomenter des troubles. L'arrestation du député Frank Mwakajoka, élu de Tunduma, dans la province de Mbeya, en Tanzanie, a été opérée samedi au bureau de son district. Il s'y était rendu pour demander des formulaires à faire remplir par les candidats de son parti aux élections municipales partielles prévues en août. Le secrétaire général du parti Chadema se dit concerné car ne comprenant pas les raisons de cette arrestation. Après Mwakajoka, la police a arrêté 20 autres membres du Chadema qui étaient réunis dans une salle de la permanence locale du parti. La police les accuse de fomenter des troubles. Le commandant local de la police a indiqué qu'il n'avait pas encore assez d'informations pour pouvoir s'exprimer au sujet de cette arrestation. Samedi, le président tanzanien John Magufuli a ordonné aux autorités carcérales de la Tanzanie que les prisonniers devront travailler jour et nuit et recevoir des coups de pied s'ils font preuve de paresse. Le chef de l'État a affirmé aussi que le manque d'activité des prisonniers favorisait la consommation de drogue et l'homosexualité. Il a également demandé aux autorités carcérales de mettre un terme aux visites conjugales en prison. Depuis son accession au pouvoir en 2015, le président Magufuli a été critiqué par des organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile pour son autoritarisme, ses détracteurs l'accusant de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. Je le disais en titre, au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont pris ce week-end une importante base militaire au terme d'affrontements musclés. Ils ont également tendu une embuscade à des soldats dans 2 attaques. Les détails. 23 soldats nigérians sont toujours portés disparus après être tombés ce vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans l'état voisin de Borno. Selon une source militaire, une centaine de terroristes avaient participé à cette attaque qui a en outre permis aux insurgés de faire main basse sur des véhicules de l'armée. Samedi soir, les insurgés ont envahi une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe
région frontalière du Niger où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées plus tôt cette année. Selon le président nigérien Muhammadu Buhari, il s'agit de la deuxième attaque d'envergure en 2 jours des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique contre les forces nigérianes dans le nord-est du Nigeria, région pourtant entrée dans une phase de stabilisation post-conflit. D'après une source sécuritaire, le commandant de la base et 63 soldats ont pris la fuite pour trouver refuge à Guédam, un chef-lieu situé à une centaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée. L'insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du Nigeria a fait, rappelons-le, au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. La force du G5 Sahel a un nouvel homme à sa tête depuis ce samedi. Le chef d'état-major adjoint mauritanien a été nommé commandant de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Le général Anena Ould Sidi succède ainsi au général malien Didier Dako. Le général tchadien Oumar Bikimo en est l'adjoint. C'est lors d'un sommet du G5 qu'a été prise la décision de remplacer le général Dako et son adjoint burkinabé, le colonel-major Yaya Serré. C'était précisément le 2 juillet à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine. Ce remaniement fait suite à un attentat djihadiste le 29 juin contre le quartier général de la force conjointe à Sévaré, dans le centre du Mali. On s'en souvient encore. 3 morts, dont 2 militaires maliens de cette force, outre 2 assaillants, en ont découlé. Au lendemain de l'attentat, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz avait dénoncé des failles au sein de l'état-major de la force du G5 Sahel. Le général mauritanien Anena Ould Sidi, nouvellement nommé à la tête de la force conjointe du G5 Sahel, a notamment dirigé dans son pays les renseignements militaires. Un domaine dans lequel la force du G5 Sahel montre de nombreuses carences, selon l'ONU et des experts. Quant au nouveau commandant adjoint de la force, le général Oumar Bikimo, il a plusieurs fois été chef d'état-major particulier au ministère tchadien de la Défense, commandant du contingent tchadien en Centrafrique dans le cadre de l'intervention militaire régionale en Centrafrique. Cette figure de l'armée tchadienne connaît bien le Mali pour y avoir commandé les forces du Tchad envoyées en 2013 pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Il avait ensuite servi comme chef adjoint de la force militaire de la mission de l'ONU, MINUSMA, en 2015 et 2016. En Somalie, les insurgés Chebab ont revendiqué ce samedi une attaque à la double voiture piégée près de la présidence. Les assaillants ont également tenté de se diriger vers le complexe présidentiel. Des échanges de feu avec les forces de sécurité locales ont été enregistrés. 3 assaillants ont été tués et des témoins parlent de nombreux civils blessés. 3 hommes armés du Chebab, abattus par les forces de sécurité, peuvent être vus allongés sur le sol à la suite d'une attaque à la double voiture piégée près du palais présidentiel à Mogadiscio, la capitale somalienne. Il s'agit du dernier raid en date de ces djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Une première voiture chargée d'explosifs a foncé sur une barrière de sécurité, tandis qu'un autre véhicule a explosé à un autre checkpoint près de l'entrée principale du palais présidentiel à Mogadiscio. Les assaillants ont ensuite tenté de se diriger vers le complexe présidentiel après des échanges de tirs avec les forces de sécurité locales. Bilan, 3 assaillants ont été tués et 2 véhicules ont explosé. Selon une source sécuritaire, de nombreux civils ont été également blessés dans ce nouveau raid. Les Chebabs somaliens qui ont revendiqué cette attaque dans un communiqué avaient déjà revendiqué la semaine dernière une attaque contre le ministère de la Sécurité. Cette dernière avait tué 5 civils selon la police locale. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebabs ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale somalienne. Les violences meurtrières du week-end en Haïti ont engendré la démission du Premier ministre. Le président haïtien Jovenel Moïse a annoncé dans un message à la nation ce samedi soir que son nouveau gouvernement sera inclusif pour soulager la misère. Haïti reste marqué par la vague de violence soudaine déclenchée le 6 juillet par une tentative du gouvernement d'augmenter les prix des carburants.
Une semaine après que la colère populaire ait paralysé la majorité des routes et des villes du pays, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant a annoncé sa démission samedi. Accompagné de l'ensemble de ses ministres, le chef du gouvernement était à la Chambre des députés car les parlementaires exigeant son départ du pouvoir l'avaient convoqué. Quelques heures après cet épisode, le président Jovenel Moïse a déclaré vouloir rassembler toutes les forces vives de la nation sans perdre de temps pour former un gouvernement inclusif. La mission de celle-ci sera de soulager la misère du peuple, développer l'agriculture, l'énergie et les infrastructures à travers le pays. Mais ces promesses seront-elles suffisantes pour calmer la population? Puisque plusieurs centaines de manifestants ont par ailleurs défilé samedi dans les rues de la capitale Port-au-Prince pour exiger le départ non seulement du Premier ministre, mais aussi du président Jovenel Moïse. Le président haïtien a dit comprendre la situation tout en expliquant que la violence ne fonctionne ni avec le développement ni avec la démocratie. Allons à présent en Égypte où le ministère des Antiquités a annoncé la découverte d'une fosse funéraire de la 26e dynastie au sud de la pyramide de Lunas. Plus de 35 momies, jarres canoniques, masques dorés et artefacts ont été trouvés par une mission conjointe de l'Égypte et de l'Allemagne. Ce puits fait 30 mètres de profondeur. Nous avons trouvé un certain nombre de sépultures qui montrent le statut social de ceux qui sont enterrés. Nous avons trouvé environ 35 momies au total. Nous avons trouvé 4 sarcophages en pierre. Nous avons ouvert l'un d'entre eux et trouvé une femme avec des restes de cartonnage doré. Il y a encore 4 sarcophages en pierre et un cercueil en bois qui demeurent fermés. Nous venons de découvrir de nouveaux puits que nous n'avions pas encore découverts. C'est encore le début d'une découverte. Some of the mummies were buried with almost nothing. Certaines momies ont été enterrées avec presque rien. D'autres ont été enterrées avec des objets de grande valeur, comme le masque d'argent doré que nous montrons aujourd'hui. Ce masque en argent doré appartient à une personne. Il est le deuxième prêtre de la déesse Mout. Il représente donc la classe moyenne supérieure en Égypte. L'important à propos de ce masque en argent doré, c'est que l'argent est très rare dans l'Antiquité et presque le double de la valeur de l'or, ce qui donne une indication sur le niveau socio-économique de cette personne. Et puis à Dakar, les étudiants de l'université tchèque Anta Diop vibrent au rythme de la finale France-Croatie. Certains sont pour la France, d'autres pour la Croatie. Au coup de sifflet final, joie et déception cohabitent donc dans la salle TV de l'université. De la joie, je suis satisfait. Donc en tant que un bon supporter de la France, donc c'est ça. Je suis heureux, donc c'est ça. Totalement. Que de la joie, quoi, de manière générale. Très content là, on est fiers de nos frères africains, Kylian Mbappé, Paul Pogba. La France a gagné sans surprise. Certes, il n'est pas convaincant dans le jeu pendant toute cette mondiale, mais il était efficace. Il y a un sentiment de tristesse parce qu'une telle finale, vraiment, nous voudrions gagner la finale. Si nous voyons tous les efforts qu'on a fait depuis le début de la compétition, bien entendu, à la 8e de finale, on a passé par tir au but, les demi-finales également, quart de finale. Et aujourd'hui, vraiment, on avait l'espoir de gagner la Coupe du Monde. J'ai une très grande déception. Ce n'est pas envers la défaite qui m'a fait une déception, mais en fait, la façon dont jouent les Français, cela m'a poussé à avoir une très grande déception. Parce qu'on peut dire qu'ils ont épuisé le temps sans ne rien faire. Surtout la première mi-temps. Il y a beaucoup de temps d'arrêt de jeu, mais en fait, avant tout, je vais leur souhaiter félicitations et mes encouragements envers les Croates aussi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.